Il y a une idée assez forte dans les textes qu'on explore aujourd'hui. Une idée presque déstabilisante, Ah oui? Mhm. celle que la vie, quand on change en profondeur, eh bien, elle est une façon bien à elle de nous le faire savoir. Et comment? Elle commence à nous laisser seuls. Hmm. C'est une vision assez particulière. Oui, et l'intuition de l'auteur, c'est que ce n'est pas du tout une punition, c'est une transition. C'est juste le signe que le superficiel, le bruit ambiant, ça ne nous suffit plus. D'accord. Notre mission aujourd'hui, c'est de plonger dans cette philosophie, qui est très inspirée du stoïcisme, pour voir comment on peut transformer cette solitude apparente en une vraie force, en paix intérieure. Et c'est fascinant parce que ça retourne complètement la perception qu'on a de la solitude d'habitude. Carrément. Dans ces textes, ce n'est plus un échec social. C'est présenté comme une sorte de purification, presque. Et une purification, oui. Oui, l'idée c'est que plus ton esprit se renforce, plus tes priorités deviennent claires. Et mécaniquement, ton cercle social se resserre. C'est logique, en fait. Ce n'est pas un isolement qu'on choisit, c'est plutôt une révélation. D'un coup, on voit clairement quelle relation tenait juste par habitude, par commodité. Et celle qui manquait de racines. Exactement. Et le silence qui s'installe, du coup, ce n'est pas un vide, c'est un miroir. Un miroir qui nous est enfin tendu. La première grande idée qui m'a vraiment marqué dans ces sources, c'est justement ça. Accepter la solitude comme une croissance. Oui, il y a cette métaphore que je trouve saisissante. La solitude est décrite comme une pièce qui se remplit d'eau, tout doucement. Mhm. Le réflexe normal, c'est de paniquer, de chercher la sortie, de se sentir piégé. Bien sûr. Mais l'approche proposée est totalement contre-intuitive. Elle dit « reste immobile ». Et là, tu découvres que l'eau n'est pas là pour te noyer, mais pour t'apprendre à flotter. Voilà. Ça, c'est du stoïcisme pur et dur. La solitude, c'est l'arène où se forge le caractère. C'est le seul endroit où il n'y a plus de distraction, plus d'échappatoire, en fait. D'accord. Et c'est là, dans ce silence, qu'on est confronté à ce que l'auteur appelle 3 vérités fondamentales. Lesquels? Personne ne viendra nous sauver. Deuxièmement, personne ne nous donnera la vie qu'on désire. Et troisièmement, personne ne nous soutiendra éternellement. Alors là, il faut qu'on s'arrête un instant. Parce que dit comme ça peut sembler incroyablement pessimiste, non? C'est presque déprimant. Je comprends. Comment est-ce que le fait d'accepter ça, d'accepter qu'on est seul aux commandes, peut être une libération? C'est la question clé. La libération vient du fait que ça met fin à l'attente. L'attente. Oui, l'attente d'une validation extérieure, d'une permission, d'un sauveur. Tant qu'on attend, on est passif. On subit. Je vois. Le jour où l'on intègre vraiment ces 3 vérités, on arrête de donner les clés de notre bien-être à quelqu'un d'autre. Et c'est là que s'active ce que le texte appelle la liberté d'appartenir à soi-même. On devient la source de sa propre sécurité. De sa propre validation. Exactement. Le fardeau de l'attente disparaît et c'est ça qui est si libérateur. Je comprends beaucoup mieux. C'est un changement de posture radical. Et pour rendre ça concret, il y a une astuce psychologique toute simple que j'ai trouvée géniale dans les notes. Ah oui. Avec moi. Ah oui, c'est excellent ça. Un changement sémantique qui change tout. C'est ça. Dire ce soir je suis seul, il y a une connotation de manque, de tristesse, de rejet presque. Ça nous met en position de victime. Tout à fait. Alors que si on se dit ce soir je suis avec moi, ça transforme complètement la situation. Ça sous-entend que notre propre compagnie a de la valeur. Que c'est un moment choisi, une opportunité. Exactement. On n'est plus en manque, on est en présence. On devient son propre invité, en quelque sorte. C'est l'idée. Et ça implique que la conversation la plus importante de notre vie, c'est notre dialogue intérieur. Oui, La source va même jusqu'à dire que l'individu qui se suffit à lui-même dans son propre espace est pratiquement invincible. invincible. Pas au sens physique, bien sûr, mais son équilibre intérieur ne dépend plus des humeurs, des jugements ou même de la présence des autres. C'est la base de l'indépendance émotionnelle. Ce qui nous amène à un autre pilier de cette philosophie. Lâcher ce que l'on ne contrôle pas. Ah, le grand classique stoïcien. Oui, et l'image utilisée, c'est celle d'un fil qu'on agrippe de toutes ses forces. Plus on serre, plus il nous entaille la main. Et la douleur ne vient pas du fil. Non, elle vient de notre acharnement à le tenir. Et ce fil, c'est tout ce qui est extérieur à nous. L'opinion des autres, les événements dans le monde, les réactions de notre entourage. C'est ça. Le cœur de la liberté stoïcienne, c'est de comprendre que notre pouvoir est immense, mais qu'il est limité à un domaine très précis. Notre esprit, nos réactions, nos actions. Et tout le reste, Tout le reste, c'est ce que l'auteur appelle, je cite, de la fumée. On peut s'épuiser à essayer de l'attraper, mais c'est juste inutile. mais là encore, on touche à une critique fréquente du stoïcisme.
Où est la frontière entre se lâcher prise et le fait de devenir complètement passif ou apathique? Oui, c'est une excellente question. Comment on évite de se dire à quoi bon, je ne contrôle rien, et de baisser les bras? La nuance est cruciale. Lâcher prise, ça ne veut pas dire être indifférent ou ne plus agir. C'est même le contraire. Ah oui, Oui. Ça veut dire qu'on choisit de ne pas gaspiller son énergie mentale et émotionnelle sur des choses qui, de toute façon, ne sont pas notre ressort. d'accord, c'est une gestion de l'énergie. C'est un transfert d'énergie. Au lieu d'être dilapidée en anxiété, en colère face à l'incontrôlable, cette énergie devient disponible. Et on peut la réinvestir massivement, là où on a un vrai impact. Sur nos habitudes, notre discipline. Notre façon de penser, la qualité de notre travail, la manière dont on traite les gens. On arrête de vouloir diriger le vent pour se concentrer sur l'ajustement de nos voiles. C'est ça, l'idée. D'accord. Donc, on a posé les bases philosophiques, redéfinir la solitude, reprendre la responsabilité, se concentrer sur sa zone de contrôle. Mais pour que ça ne reste pas de la théorie, comment on l'applique au quotidien? Est-ce que les sources donnent des pistes concrètes, des sortes de rituels? Absolument. La philosophie n'est rien si elle ne s'incarne pas dans des pratiques. Et la première, peut-être la plus importante, c'est de commencer la journée en silence intérieur. J'ai adoré l'analogie pour ça. Elle est très parlante, oui. Au réveil, notre esprit il est comme une ville endormie, calme. Et le premier réflexe de beaucoup de gens, c'est de saisir le téléphone. Voilà. Et ça, c'est comme si on ouvrait les portes de la ville à une foule bruyante et chaotique. Les emails, les nouvelles, les notifications, tout ça déferle avant même qu'on ait eu le temps de décider de l'ambiance qu'on voulait pour notre propre ville. On laisse le bruit du monde dicter le ton de notre journée. On se met tout de suite en mode réactif. Précisément. Et ce n'est pas du mysticisme, attention, c'est une pure stratégie de concentration. Prendre ne serait-ce que 5 ou 10 minutes pour soi, sans aucun écran, c'est un acte de souveraineté. C'est se dire « aujourd'hui c'est moi qui décide ». C'est ça. Je ne vais pas réagir comme un animal effrayé aux stimuli extérieurs. Je vais choisir de répondre comme un être conscient. La source est formelle là-dessus. Celui qui contrôle ses matins contrôle son énergie. Et donc ses décisions et sa vie. Un terme, oui. Et il y a une pratique qui fait écho à celle du matin, c'est son miroir, le soir, réfléchir avant de dormir. Oui, la nuit est décrite comme le moment où les distractions s'éteignent et où un miroir apparaît enfin. C'est un autre pilier de la discipline stoïcienne, ça. Tout à fait. Et cette réflexion du soir, ce n'est pas fait pour se juger ou pour ruminer. C'est un filtre, un débriefing objectif avec soi-même. Avec des questions simples, j'imagine. Trop simple. Qu'est-ce qui a bien fonctionné aujourd'hui? Où est-ce que j'ai dévié de mes principes? Est-ce que j'ai agi par impulsion ou selon mes valeurs? L'objectif, ce n'est pas la perfection, c'est la clarté. J'imagine que c'est facile de transformer ça en séance d'autoflagellation si on a eu une mauvaise journée. C'est le piège à éviter, c'est clair. L'idée, ce n'est pas de se condamner, mais de remarquer les schémas, les répétitions. D'accord. Si on remarque que chaque mardi, on s'énerve dans les transports, ce n'est pas pour se dire « je suis une personne colérique ». C'est pour se demander « ok, comment je peux préparer mon mardi différemment ?» C'est un outil de progression, pas de jugement. Il y a une phrase qui m'a marquée à ce sujet. Laquelle? Le manque de réflexion est la matière première des regrets futurs. C'est fort. C'est très fort, oui. Cette pratique, c'est simplement un moyen de ne pas répéter les mêmes erreurs à l'infini. Dans cette idée de contrôler ce qui entre dans notre esprit, il y a un autre concept que j'ai trouvé extrêmement puissant, celui de régime émotionnel. Ah oui, c'est une excellente image. L'idée est qu'on devrait être aussi sélectif avec les émotions qu'on consomme qu'avec la nourriture qu'on mange. Certaines nous nourrissent, d'autres nous empoisonnent. Voilà. Et l'auteur affirme qu'on passe nos journées à ingérer, souvent sans même s'en rendre compte, des déchets émotionnels. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça peut être? Les drames inutiles des autres dans lesquels on se laisse aspirer, les plaintes constantes de notre entourage, les comparaisons permanentes sur les réseaux sociaux qui génèrent de l'envie ou un sentiment d'insuffisance. Les informations anxiogènes en boucle. Tout ça, ce sont des calories vides pour l'esprit. Elles ne nourrissent rien, mais elles pèsent lourd. C'est une idée très parlante. Mais concrètement, comment on élimine une conversation qui nous vide, surtout si elle vient d'un proche, d'un collègue, quelqu'un qu'on ne peut pas juste supprimer de sa vie? C'est une bonne question. Ce qui est frappant dans l'analyse, c'est que la clé n'est pas toujours l'élimination, c'est la gestion de l'exposition. Limiter la dose. Exactement. Comme pour la nourriture, ce sont les petites doses de toxicité accumulées chaque jour qui font le plus de dégâts. Pas le grand événement traumatisant. Donc, prendre soin de son régime émotionnel. C'est peut-être de limiter une conversation à 10 minutes au lieu de 30, de ne pas relancer sur les sujets qui nous drainent, de changer de sujet activement,
Mais le point le plus subtil, le plus important, c'est que la source principale de ces déchets émotionnels, c'est nous-mêmes. Les scénarios catastrophes qu'on se crée tout seul dans notre tête, hein. Précisément. L'anxiété liée à un futur qui n'existe pas. La colère ressassée d'un événement passé. C'est la forme la plus insidieuse de malbouffe émotionnelle. Le régime commence donc par une hygiène de nos propres pensées. C'est là-dessus qu'on a un contrôle total. Donc si on essaie de rassembler les pièces du puzzle, on part d'un constat qui peut être douloureux, la solitude, pour le transformer en un espace de construction de soi. C'est ça. C'est un changement de perspective qui est au cœur de tout. Il ne s'agit pas de subir, mais d'habiter cet espace. C'est la fondation. Et sur cette fondation, on construit avec des outils, des pratiques. Ce sont comme des ancrages au quotidien. Le silence du matin, c'est l'ancrage pour se centrer avant que le monde ne nous disperse. Et la réflexion du soir, c'est l'ancrage pour s'ajuster, pour apprendre de sa propre vie au lieu de la laisser simplement passer. Et le tout est protégé par une vigilance constante sur ce qu'on laisse entrer dans notre esprit, ce fameux régime émotionnel, tout en acceptant de lâcher prise sur ce qui, de toute façon, nous échappe. C'est un programme complet en fait, pour fortifier son caractère et son indépendance. Le fil rouge, c'est vraiment cette idée de reprendre le pouvoir. Oui, mais pas le pouvoir sur le monde extérieur, qui est une illusion. Le pouvoir sur le monde intérieur. Le seul qui nous appartienne vraiment. Pour finir, il y a une dernière idée dans les sources, une pensée presque provocatrice qui amène tout ça à un autre niveau. Ah oui, l'idée du miroir. Exactement. L'un des passages affirme que la vie est un miroir, mais un miroir particulier. Il ne nous renvoie pas ce que nous désirons, mais exactement ce que nous sommes. C'est une nuance énorme, elle est fondamentale. L'auteur insiste, la vie ne répond pas aux souhaits, aux désirs passagers. Elle répond à notre identité profonde, à la somme de nos habitudes, de nos croyances, de nos actions quotidiennes. C'est une idée vertigineuse. Ça voudrait dire que nos circonstances extérieures, les relations qu'on a, les opportunités qui se présentent, tout ça ne serait que le reflet direct de notre état intérieur. C'est la conclusion logique de cette philosophie, et ça débouche sur une question essentielle. Une question à laisser infuser, bien après la fin de notre discussion. Je t'écoute. Si notre vie extérieure n'est que le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur, quel est le plus petit ajustement interne, la plus petite pensée ou habitude que l'on pourrait changer aujourd'hui et qui pourrait commencer à modifier toute l'image que l'on verra dans ce miroir demain ?